3211 agences numériques au Canada, dont un tiers qui sont au Québec. 546 millions d'auditeurs de podcasts, avec une hausse en fait de 8% par rapport à l'année dernière dans le monde. Et une dernière stat, 8 ans. 8 ans que Safari a lancé l'ITP pour justement supprimer petit à petit les cookies tiers, qui sont allés ensuite à partir de 2020 vers une suppression totale des cookies. À l'inverse, on voit que Google a commencé à se rétracter depuis juillet 2024. Ils ont essayé de repousser pendant longtemps jusqu'à se rétracter. Donc tout ça en fait a un impact sur plusieurs choses. On se demande comment on se différencie, on se demande comment on s'adapte à ces différentes tendances. Alors je vous propose de faire le point aujourd'hui sur l'instant Cozy. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric Frémont, associé de l'agence Dialecta. Salut Aymeric, merci de venir dans ce premier épisode. Comment vas-tu ? Ça va super bien, je suis super content que tu m'aies invité pour le premier épisode. J'ai hâte d'avoir les questions pièges. Je pense que t'es pas prêt. J'ai préparé quelques petites anecdotes, tu vas voir, quelques petites questions. Et d'ailleurs, en fait, en parlant de questions pièges, je vais te spoiler parce qu'en fait, il y en a bien une avec laquelle on va démarrer. Donc, en parlant d'agences, il y a pas mal de clichés autour des agences médias, des agences de pub, où en fait, les gens s'imaginent une agence comme étant une bande de créatifs dans une salle qui mettent des post-it un peu à droite à gauche, ils brainstorment avec des cafés dans leurs mains. Toi qui as quand même une bonne expérience de l'agence, comment tu perçois ça ? Est-ce que tu vois que c'est plus de la fiction, de la réalité ? À la partie fiction, je pense que c'est le café dans les mains. C'est pas à ça que tourne les créatifs. C'est un gros cliché, on le voit dans tous les films. Nous, on est en agence média. Notre réalité, c'est des Excel. Faut pas se mentir, on est au téléphone, on envoie des emails à nos clients, à nos partenaires pour acheter de l'espace, et après on travaille dans des Excel. Donc il y a vraiment deux mondes dans l'agence de pub. Il y a l'agence de création telle qu'on la connaît, telle qu'on la voit, les gros groupes super connus qui vont être des Publicis, etc. Et puis après il y a l'agence média, beaucoup moins connue, pourtant c'est une grosse partie du travail. Et là c'est que du Excel, on est beaucoup plus geek que créa finalement. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que je sais qu'on en parlait aussi à un moment donné de tout côté téléagences, etc., le côté cliché. Il y a un movie qui m'a fait pas mal réagir, que j'ai revu récemment, 99 francs avec Jean Dujardin. Est-ce que ils font pas mal de satire là-dessus, surtout par rapport aux agences de pub avec Bec BD qui avait travaillé dans ce domaine-là. Est-ce que tu l'as vu, t'en avais pensé quoi ? Je l'ai vu et je pense que ça fait partie étonnamment des choses qui m'ont donné envie d'aller en pub. Okay. Mais moi, je suis arrivé juste après cet âge d'or et de déchéance. Dans ma première agence, il faut savoir que je suis arrivé dans le département BizDev. Mon équipe allait au pitch en hélicoptère. Ah oui, quelques années avant. Les gens avec qui je travaillais étaient allés au pitch avant en hélicoptère. Et quand moi, je suis arrivé, on y allait en smart avec ma voiture. Mais j'espère qu'ils ont gagné le pitch quand même. Je sais pas. À l'époque, ils ont dû en gagner. Mais donc, il y a eu cet âge d'or qui était fou, qui était complètement... comme le décrit 99 francs, c'est assez proche de la réalité, complètement malade. Et puis, les budgets ont pas mal réduit, les gens se sont pas mal calmés. Il y a eu le MeToo de la publicité aussi qui a fait pas mal bouger les choses. Donc aujourd'hui, on est dans une version très, très édulcorée, même si à un moment, je pense que c'était pas mal la réalité. Et tu parles d'agence média, tu as parlé aussi de ton expérience, toi qui allais en smart, etc., faire des pitchs. Justement, raconte-nous un peu comment t'en es venu en fait à rentrer dans l'industrie jusqu'à ce que tu deviennes associé chez Dialecta. Comment ça s'est fait en fait ? Ouais, c'est une bonne question. Je connais personne à l'université qui rêvait d'être stratège média. C'est vraiment un métier qui est assez peu connu finalement des gens. Et donc, moi, ce qui m'a passionné, c'est la publicité. Depuis que je suis tout petit, quand il y a la pub, les gens zappent. Moi, quand il n'y a pas de pub, je zappe pour aller voir les pubs. J'adore, je les apprends par cœur. C'est vraiment une passion. Et donc, je suis rentré là-dedans. Et après, j'ai eu une deuxième passion qui était les pitchs. Et j'ai eu une occasion d'aller travailler dans une agence où je pouvais être dans le département de BizDev, donc de développement des affaires mondiales. Une grosse agence, donc à l'époque Aegis Media, aujourd'hui Dentsu Aegis. Et donc j'avais une opportunité en or, je suis rentré là-dedans et il se trouve que c'était une agence média. Moi, j'y connaissais rien. Donc là, j'ai appris les rudiments du métier, j'avais mes formations télé, radio, presse, et puis c'était le début du digital à l'époque. Donc j'ai fait ça. Et ensuite... Ça, c'était en quelle année? Non pas que ça fait... Ça, c'est en 2011. Ok. Et 2012, je reviens à Montréal. Ça, c'était en France. Et je parle à des amis. Et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je
travaille en agence média. Je dis, ah bah moi aussi j'étais en agence média. Et puis là, elle me dit, bah tu veux pas venir avec nous. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à rentrer chez Dialecta, tout au bas de l'échelle, en 2013. Et finalement, je réapprends de manière beaucoup plus pratique, parce que dans les pitchs, bon, on explique, mais on fait pas. Et de manière beaucoup plus pratique, je réapprends les plateformes, Google, c'était quand même le début à l'époque. Et puis, je gravis aussi les échelons, donc je deviens stratège, je deviens directeur du département média, jusqu'à aujourd'hui où je suis associé. Puis avec une petite parenthèse, où je retourne en France aussi pour ouvrir les bureaux français de l'agence. Ah ok, parce que du coup vous avez ouvert, vous avez combien de personnes en ce moment qui travaillent pour vous en France? Et du coup on a 5 personnes en ce moment qui travaillent en France sur un bureau qui est autonome. Puis là j'ai appris tout recommencer, une agence à partir de zéro dans un endroit où on t'attend pas. Donc ça c'était rigolo. Bah écoute, félicitations, parce que c'est vrai que je mentionnais le chiffre 3211, il y a énormément d'agences au Canada et surtout un tiers au Québec. Ce qui me fait penser, en fait, il va toujours avoir ce challenge entre agences, même toi, quand tu vas aller voir différentes compagnies, de trouver le moyen de te différencier par rapport à des agences compétitrices. Comment vous faites, vous, Dialecta, en tant qu'agence de marketing de performance, pour vous différencier de la compétition? Ouais, c'est une bonne question. Nous, historiquement, tous nos clients venaient du bouche à oreille. On a commencé, Cyril, le fondateur, est très connu dans l'industrie. On avait des clients, ils sont satisfaits, ils reviennent, ils nous recommandent, etc. Quand on a ouvert en France, on a eu un premier choc parce que nos prix médias, personne ne les connaissait, nos clients, personne ne les connaissait. Nous, personne ne nous connaissait non plus, donc toute cette stratégie, elle ne fonctionnait pas. Et puis au Canada, en parallèle, le bouche à oreille, ça va un temps, mais quand on a envie de faire de la croissance, au bout d'un moment, il faut aller chercher les clients, puis ça devient, il faut aller chercher un petit peu plus loin que juste ça. Donc on a dû vraiment travailler là-dessus, surtout qu'on est dans un milieu qui est vraiment un milieu de bullshit. Et on s'est heurté au fait que ce qui nous différenciait vraiment, c'était des facteurs qui étaient très compliqués à prouver à des clients. Ok, comme toi, donc, par exemple. j'ai de l'expertise, bah, tout le monde dit qu'il est expert. Comment tu le prouves? Donc là, on avait monté, il y a quelques années, une campagne qui était en programmatique super avancée, d'autopromotion, pour montrer tout ce que nous, on savait faire, et pour montrer qu'on savait vraiment le faire, et que les autres n'étaient pas capables de le faire. Donc vous misez sur la transparence, alors que peut-être qu'il y en a qui sont plus, si on parle de black box, tu as l'input, tu vois pas vraiment ce qui se passe entre temps, et derrière tu as juste ton résultat, mais tu vois pas vraiment les coûts, etc. Est-ce que... On a beaucoup misé, on mise toujours beaucoup sur la transparence, c'est super important pour nous. Malheureusement, dans un pitch, c'est difficile de prouver que les autres sont pas transparents. Tout le monde va dire qu'ils sont transparents, tout le monde va dire qu'ils peuvent ouvrir le capot, etc. Même si c'est pas forcément vrai. Donc nous, ce sur quoi on axe vraiment nos choses, c'est l'innovation. Je pense qu'on est une des seules, voire la seule agence dans notre créneau avec un département de développeurs. Okay. Et donc, dès qu'il y a un défi, quelque chose où il y a des limites à notre industrie, des limites technologiques, bah nous, on a des développeurs qui viennent développer des solutions custom qui nous permettent de faire ce que les autres peuvent pas faire. Et puis après, on a aussi développé une offre de service au fur et à mesure qui est bâtie pour de la performance et qui n'existe pas trop dans les autres agences. Donc tu disais 3000 agences, 1000 au Québec. En médias, il doit en rester peut-être 200 qui font une taille suffisante, on va dire, pour servir des gros clients nationaux, internationaux. Il en reste moins d'une cinquantaine. Et puis après, avec une offre de service vraiment optimisée pour la performance. Donc nous, on est allé au-delà du média. On a du SEO, on a de l'analytique, on a du data, de la fidélisation. Là, on est 3 agences. Ouais. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver dans une discussion et de se différencier. Soit le client aime, ça correspond à ses besoins, soit ça correspond pas à ses besoins, c'est correct. Mais on rentre dans des niches quand même qui sont beaucoup plus différenciantes. Et tu sais, donc, ça fait depuis 2011, c'est ça que tu es chez Dialecta? 2013 chez Dialecta. 2013, pardon. 2013, donc j'imagine que depuis 2013, donc ça fait, très bon en maths, ça fait 12 ans ouais. Que tu es chez Dialecta. Comment tu définis aujourd'hui le rôle client-agence? Et j'imagine qu'en 12 ans, tu as dû voir cette relation énormément évoluer. Ou est-ce que tu trouves que ça stagne, tu n'as pas vraiment dû à faire vraiment changer d'approche, etc. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Il y a plein de choses qui ont changé effectivement en 12 ans. Les plateformes ont changé. Il n'y avait pas de TikTok à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait des plateformes aussi qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus faciles.
Aujourd'hui, une campagne Facebook, tout le monde peut la faire. Tout est automatisé, il y a de l'intelligence artificielle derrière. C'est fait pour que quelqu'un qui est boulanger puisse faire des campagnes de pub. Donc, tu n'as pas besoin d'une agence. À l'inverse, il y a des choses qui étaient avant très accessibles, comme Google Analytics, qui maintenant sont devenues extrêmement complexes. Et au milieu de ça, finalement, la relation client-annonceur, agence-annonceur, elle n'a pas tant évolué. En vrai, les clients n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils n'ont pas de temps vraiment à dédier à ça. Il y a eu toute une vague pour internaliser le média, mais qui se limite quand même à des grosses entreprises. On parle de L'Oréal, on parle de Desjardins. Et on a vu la limite parce qu'au bout d'un moment, ils sont tous revenus voir des agences parce que c'est pas si facile que ça de gérer ça. Et donc, l'agence, elle vient vraiment comme quelqu'un qui vient faire le boulot que les autres n'ont pas le temps de faire. Quelqu'un qui vient être conseillé. Et avec une multiplication de plateformes, c'est important d'avoir des bons conseillers là-dessus. Et puis, quelqu'un qui vient aussi, si ça fonctionne pas, on peut toujours remettre ça sur l'agence. C'est quand même pratique. Donc, on voit ça aussi avec des consultants dans d'autres industries. Et donc, finalement, d'un point de vue business, d'un point de vue personne, ça a fait du sens aussi d'avoir une agence. Donc, je ne suis pas sûr que l'agence... Il y a plein de petites choses qui évoluent, mais dans l'ensemble, le rôle de l'agence, il est toujours assez similaire. Et même avec l'IA aujourd'hui, il n'y a pas encore de gros changements sur le rôle. Mais tu ne penses pas que ça fait tellement de temps maintenant que je dirais il y a du paid search, du SEO, etc. Il y a plein de différentes manières qui maintenant existent depuis longtemps d'atteindre notre public cible. Il y a sûrement des industries où tes clients sont de plus en plus, je vais faire du franglais, mais digital savvy. Est-ce que, justement, tu sens que par rapport, ça vous pousse du coup d'aller plus loin dans les reporting, par exemple? Est-ce que ça a amené justement, tu me dis que ça n'a pas vraiment changé la relation agence-client, mais sûrement maintenant vous êtes plus challengé qu'avant par rapport au fait que tes clients maintenant sont plus aware, plus conscients des canaux digitaux en fait? Franchement, ça dépend. Okay. On a des clients qui sont ultra pointus, qui challengent tout le temps. Nous, on aime ça, mais c'est fatigant. C'est un entraînement à haute intensité. Il y a d'autres clients aussi il y a des départements qui sont spécialisés en communication. Du placement média, c'est vraiment pas leur expertise, qui font beaucoup plus confiance. On est aussi dans quelque chose où parfois on fait le grand écart entre, on a des KPI extrêmement précis, très pointus, qu'il faut comprendre et qu'il faut pouvoir analyser et sur lesquels on peut travailler. Et d'un autre côté, on perd un peu le marketing 101, de se dire, j'ai un client, comment est-ce que je le convainc, puis respecter les trucs de base, donc les 4P, le product market fit, etc. Ça m'amène à te poser une question par rapport aux tendances de consommation. Donc on parle de TikTok en ce moment, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années, des contenus courts, des podcasts, il y a une évolution au niveau de la consommation des médias. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois est-ce que tu vois certains médias émergents sur lesquels tu n'avais pas réfléchi? Est-ce que aussi, quelle est la place aussi du contenu long? On parle beaucoup de contenu court, mais je suis sûr qu'il y a le contenu long aussi qui a sa place dépendamment de l'industrie. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va influencer vos décisions stratégiques par rapport à vos clients? Oui, tout à fait. Alors nous, en agence média, la base, c'est qu'on essaie de regarder la consommation média de la cible et d'adapter la stratégie à ça. Donc pour caricaturer, si tu passes 50% de ton temps média sur TikTok, je devrais mettre 50% de mon budget média sur TikTok. Maintenant, il y a des stats qui m'ont pas mal étonné, et notamment cette semaine, le CEO de YouTube a annoncé qu'il y avait eu un gros changement chez eux et que pour la première année, le temps de visionnement sur les télés connectées, YouTube avait dépassé le temps de visionnement mobile. Donc là, on se souvient, depuis 2016, donc ça fait 9 ans, que le mobile a dépassé le desktop en trafic au niveau mondial. Donc on est dans du mobile first, et ça veut dire contenu vertical, ça veut dire contenu lent, ça veut dire contenu qui doit se consommer et être compréhensible sans le son, parce que le son se déclenche rarement en mobile. Et là, si on repasse sur du contenu qui est visionné sur télé, ça veut dire qu'on repasse à du horizontal.
On repasse à du contenu qui est beaucoup plus lent, avec avec une attention finalement qui est beaucoup plus importante, le son qui est toujours là. Donc là, on est dans un vrai shift. Et je crois aussi sur le contenu que on suit tous des tendances, puis le contenu est de plus en plus court, notre temps d'attention est de plus en plus court, mais on oublie que du contenu qui est créatif, du contenu qui est vraiment de qualité, ça peut tout faire changer. On le voit régulièrement en publicité. Cette année, en France, il y a eu le cas de Inoxtag, qui est un YouTuber qui sort une vidéo de 2 heures et quelques, et qui est vu par un quart de la population française, alors que c'est ni du vertical, ni du format court, ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer, il y a toujours de la place, et que parfois prendre le contre-pied, c'est ça qui permet d'émerger et finalement d'aller chercher plus de médias. Donc c'est peut-être aussi un peu le rôle de l'agence, puis là, créa et médias ensemble, main dans la main, de voir à quel point est-ce qu'on suit la consommation média actuelle, parce qu'il faut le faire, c'est là où sont nos clients, et à quel point est-ce qu'on vient un peu les déranger, changer leurs habitudes pour émerger, parce que la troisième partie, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu généré par IA, du contenu qui est très average, qui est de plus en plus moyen, et là, la vraie question, c'est d'émerger. Et par rapport au contenu, donc en fait, tu dirais qu'il faudrait, pour chaque campagne média, arriver un peu à varier les types de formats, courts, longs, faire tout le temps essayer de faire différents tests, j'imagine, en test and learn en fait. Ouais, donc nous, c'est notre méthode. On déploie une méthode qui est la méthode agile, adaptée au marketing. Donc le but, c'est de A/B tester tous les leviers que tu peux avoir. Donc ça peut être des plateformes, ça peut être des formats, ça peut être des créatifs. Ça peut être des enchères, ça peut être des ciblages, ça peut être plein de choses. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que c'est très compliqué de savoir par avance. Tu vois, ça va faire 15 ans que je bosse dans le secteur. Chaque campagne, il y a des choses, je suis persuadé que ça va marcher, ça marche pas. D'autres choses, je me dis, oh là là, on a été un peu fou là-dessus, un peu flyé. Finalement, ça cartonne et c'est compliqué. Et on se rend compte que si on A/B test, on a des vrais chiffres. Et puis que là, on peut construire sur ce qui fonctionne. Et donc, la meilleure manière d'aller obtenir des perfs pour les clients, ça va être de tout tester, de tout A/B tester et d'optimiser au fur et à mesure. Contrairement aux campagnes avant où il y avait les créatifs qui sortaient en 30 secondes de télé. Ouais. On le mettait, on attendait 6 mois, on regardait les résultats Nielsen et on se disait c'est plus ou moins bien, puis on n'était même pas sûr que c'était ça. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est important, à mitiger forcément avec le budget du client. Ouais. Donc on essaie de prendre un 80% qui est assez sûr, qui a déjà fonctionné, qui a déjà fait ses preuves, et d'ajouter un 10-20% de tests sur des choses un peu plus étonnantes, et pour voir est-ce qu'on peut arriver à affiner le mix et à l'améliorer. Et tu vois, j'essaye de penser aussi par rapport à quand on parlait des cookies. Les cookies, ça fait 10 ans à peu près qu'on entend parler. Là, on avait vu Safari, Mozilla, tout ça, ils ont supprimé les cookies tierces. Google s'est rétracté et du coup, au bonheur des annonceurs. Mais ça a eu un impact sur le coût des canaux d'acquisition, par exemple. Donc, tu sais, tu me parles de budget, etc. Comment tu vois en termes de canaux d'acquisition ce qui est le plus performant? C'est-à-dire que moi je viens de te voir, par exemple, je n'ai pas forcément un énorme budget. Quels seraient tes recos? Quelles sont votre approche généralement par rapport à l'impact qu'a eu les cookies sur les coûts en général des canaux d'acquisition? Ouais, il y a eu les cookies, c'était un gros coup à l'industrie. Donc on parle de cookies tiers, qui sont vraiment les cookies publicitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a des petites arnaques. Donc, il y a toute une partie server-side. Donc, on rentre dans du technique, mais qui fait passer ces cookies tiers pour des cookies primaires qui permettent de continuer à avoir des choses. Le gros problème des cookies, c'est que ça réduit les audiences des annonceurs. Donc, il y a moins d'inventaire. Et comme on veut tous acheter le même inventaire sur un système d'enchères, ça fait monter les prix. Mais aussi, ça détraque complètement les algorithmes. Donc, depuis des années, depuis 2 ans, on parle d'IA dans le grand public. En publicité, l'IA, ça fait 5-7 ans qu'il y a des algos qui optimisent les campagnes. Et ces algorithmes, ils ont besoin de données. Avec les cookies tiers, ils perdent toutes leurs données. Et comme ils continuent à essayer d'optimiser sur 3 fois rien, ils font n'importe quoi. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a 2 ans, 3 ans, on entendait Facebook, ça marche plus. Le coût par conversion, il monte, il descend, il fait le yo-yo, etc. Donc là, aujourd'hui, avec tous ces changements, on arrive dans un écosystème où c'est un petit peu plus compliqué.
Donc, il y a une partie tracking super importante pour tous les clients. Si tu donnes des bonnes données aux algorithmes, tu auras des bonnes choses. Et il y a une partie compréhension fine qui doit être aussi faite. Et on a des très beaux exemples cette année avec le fonds FTQ où on a eu des meilleurs résultats sur des médias locaux en performance que sur des GAFAM. Okay. Donc c'est très rare. Normalement, Facebook, TikTok, Google, c'est en performance, c'est des coûts qui sont imbattables. Et les médias locaux, donc la presse, en performance, c'est coût par acquisition, ouais. Et les médias locaux, c'est plus pour bâtir de la notoriété, de la légitimité, etc. Et là, on a réussi à avoir sur des médias locaux des coûts par acquisition qui étaient inférieurs à ceux des GAFAM. Donc c'est intéressant de voir ce shift d'un côté média parce que c'est notre métier, mais aussi d'un côté citoyen parce que ça permet de rediriger l'investissement vers de l'information qui est un peu plus qualitative, vers des métiers ici, etc. Et je sais qu'il y a eu un push aussi assez récemment de promouvoir un peu plus la publicité sur les médias locaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous, ça a été un parti pris aussi avec Dialecta de voir comment vous pouvez faire plus de partenariats avec les médias locaux Ouais, tout à fait. Donc, nous, on fait partie du mouvement des médias d'ici. Donc, c'est un mouvement. Donc, les médias d'ici en font tous partie. Mais le but, c'est que les agences qui en font partie s'engagent à investir un minimum, un seuil qui est qu'on remonte chaque année. Ça a commencé à 25%. Aujourd'hui, on est à 27 ou 28% dans les médias d'ici. On parle en numérique parce que pour les médias traditionnels, c'est que des médias locaux. En télé, c'est de la télé canadienne ou québécoise. Ici, c'est forcément très, très local. En imprimé, en presse, en out of home, c'est que des choses qui sont locales. Donc, on part vraiment sur le numérique. Et puis là, le but, c'est d'essayer de faire changer les choses. On a au niveau mondial 50% des investissements qui vont à Google et Facebook. Donc là, le but, c'est de réduire ça localement et d'encourager nos médias. Nous, on est engagés là-dedans depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'en face, s'il y a des clients qui veulent de la performance, c'est compliqué pour une agence de venir balancer, trouver le juste équilibre, de convaincre son client. Il y a des clients pour qui c'est très important, il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire, faut se dire les choses. Et donc là, de pouvoir aller chercher des meilleures performances là-dessus, ça plaît à tout le monde et ça favorise quand même les choses et le changement. Et tu vois, quand tu parles de performance, en sachant que Dialecta est une agence de marketing de performance, dès que je pense performance, je pense aussi KPI par exemple. Et j'imagine que les clients, ils aiment bien voir à chaque fois plein de différents KPI, etc. Quelle est votre approche à chaque fois de dire quel est le bon KPI à choisir pour vraiment montrer le retour sur investissement? Est-ce qu'il y a une réponse toute faite? Est-ce que... Ouais, c'est un des points sur lesquels on se différencie beaucoup. Parce qu'une agence média, ça achète des impressions. On achète de l'inventaire. Combien de fois est-ce qu'on apparaît sur cet inventaire? Si c'est un journal, combien de fois il est imprimé? Si c'est un panneau extérieur, combien de personnes passent devant? Si c'est une bannière, combien de fois est-ce qu'elle s'affiche? Ça, c'est ce qu'on achète, c'est notre métier. Et donc, c'est le KPI principal vers lequel tout le monde est attiré comme un aimant. Et à l'agence, ce qu'on essaie de faire, c'est un modèle de mesure qu'on appelle inversé. Et donc, de se dire qu'une impression, si elle sert à rien, elle est toujours trop chère. Que tu achètes ton impression $10, $5, $1, 1 centime, si elle sert à rien, c'est trop cher. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est à quel point est-ce qu'on peut faire bouger l'aiguille des performances de notre client, ses vrais résultats d'affaires. Donc là, on ne parle pas forcément de coût par acquisition, parce qu'un client qui a différents produits, il a peut-être différentes marges. Donc ça n'a pas du tout la même valeur pour lui. Et donc, on essaie d'aller vraiment sur du ROI. Donc notre cadre de mesure, c'est de se dire qu'est-ce que c'est le KPI client relié à ses résultats d'affaires le plus proche de ses résultats d'affaires qu'on peut mesurer, et ensuite de venir détricoter pour se rapprocher du média et de voir comment est-ce qu'on peut le relier. Mais en gardant toujours ce focus super important sur une impression qui sert à rien, c'est toujours trop cher. Un coût par acquisition à $5, c'est peut-être beaucoup moins bien qu'un coût par acquisition à $50. Parce que peut-être que $50, c'est un client VIP qui va rester 10 ans, qui va acheter pour plusieurs milliers de dollars chaque année chez ce client, alors que mon client à $5, il va acheter un petit truc et puis il va jamais revenir. Donc, on essaie de se détacher au plus des KPI. T'as quand même beaucoup d'éducation, non, à faire à ce niveau-là, côté client, non? Ou... Il peut y en avoir, ça dépend des clients. Il y a des clients très axés sur la performance, il y a des clients qui sont très tech-savvy, comme tu disais aussi. En général, quand on arrive à lier les choses, tout le monde est content et ça facilite beaucoup la relation de travail. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à rapprocher les choses et de voir quelle est la relation entre une impression et des dollars qui rentrent sur le compte d'un client.
Parce qu'il y a tout un chemin qui se fait, il y a plein de barrières, il y a plein de cookies qui nous empêchent ici et là de faire des liens. Il y a aussi la loi 25 qui vient limiter une partie des choses qu'on peut faire. Donc le lien, il est dur à faire. Mais par contre, l'idéologie derrière, de se dire je travaille pour des résultats d'affaires et pas pour en média, on appelle ça des vanity metrics, pas pour des KPI médias qui n'ont aucun impact. En général, c'est des discours qui sont quand même qui sont appréciés. Et donc, tu sais, on parle d'évolution. Encore une fois, ça fait 12 ans que tu es dans l'industrie. Donc, j'ai une question, et on parlait un peu des questions de piège. J'ai une autre question de piège pour toi. Si tu devais faire un pari un peu sur les 5 prochaines années, comment va se développer l'industrie, les habitudes de consommation, etc. Quel serait ton... Et là, on est recordé, donc on regardera dans 5 ans. En plus, tu m'avais pas donné cette question à l'avance. Et ouais, ça serait quoi ton pari? On essaie de faire l'exercice chaque année. À l'agence, on fait les tendances, mais de l'année à venir. Déjà, c'est pas mal. Je pense que dans les choses qui changent vraiment, il y a l'IA qui est présente, qui s'est super démocratisée dans les 2 dernières années. Tout le monde l'utilise un peu. Mais dans les 5 prochaines années, les estimations, c'est que 70% du web, 80% du contenu sur le web sera généré par IA. Et donc là, je pense qu'en parallèle, on a une attention, un temps d'attention qui se réduit constamment. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive à se concentrer 30 minutes, c'est compliqué, on est rendu autour de 10 minutes, alors que quand moi je suis né, quand j'étais à l'école, c'était 30 et que pour mes parents, c'était 1 heure, 2 heures. Donc là, on arrive avec ces 2 trucs-là dans un monde où capter l'attention, ça va être vraiment très difficile. Aujourd'hui, on parle souvent de la stat de 10 000 pubs par jour, mais le contenu qui existe, ou alors le nombre de minutes sur YouTube téléchargées, le nombre d'heures de contenu sur YouTube téléchargé chaque seconde. Mais là, on va arriver dans un monde où on va être noyé par de l'information qui est assez aseptisé, parce que le contenu par IA, pour l'instant, c'est très aseptisé. Et du coup, du contenu qui est vraiment réel, qui est humain, ça, c'est des choses qui vont se différencier. Et donc, je pense qu'il va y avoir une sorte d'effet boomerang où on va se déconnecter un peu, arrêter de tout prendre comme on fait aujourd'hui, du scroll infini, parce que ça va nous rendre fous, et revenir sur des choses qui sont plus qualitatives. Donc, peut-être qu'on verra des nouveaux réseaux qui sont axés davantage là-dessus. Donc, moi, ça serait ça, mon pari pour les 5 prochaines années. Ok, Lia, donc tu verrais pas, par exemple... C'est un nouveau réseau social. Si, mais tu vois, vraiment basé sur du quali. Basé sur quali. Okay. Quali, de l'humain, vraiment du retour d'expérience pur. Quelque chose qui puisse pas être faké, inventé, etc. Parce que là, je me dis, même quand tu regardes, on parlait d'évolution de la consommation, etc., des différentes plateformes. Moi, nous, on avait grandi avec Facebook, Meta. Là, je te dirais qu'on regarde juste je l'avoue, pour checker ton anniversaire, par exemple. Ouais. Mais là, j'ai un petit frère, tu vois, il a 13 ans, lui, il est tout le temps sur Snapchat. Là, TikTok, maintenant, qui est assez transverse. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui nous attend un peu en tant que prochaine plateforme de réseau social, sûrement beaucoup plus qualitatif. Ouais, et puis, il y a un exemple, il y a une plateforme qui fait parfois elle monte un peu, elle redescend, c'est Be Real. Ah oui, Be Real. Ouais. Et donc là, tout le principe de cette plateforme, c'est qu'on peut pas vraiment faire du faux contenu. C'est compliqué d'avoir, parce qu'aujourd'hui, un avatar, bon, il est aussi bien que toi et moi. Ce podcast, on peut le faire en IA et pour être rédigé par ChatGPT, etc. Mais là, c'est ton téléphone qui te dit c'est maintenant, et tu sors et tu prends une vidéo. Donc, tu vois, c'est du type de contenu qui est arrivé un peu tôt. Ils sont venus, ils sont repartis, ils sont revenus, ils sont repartis, qui va peut-être fonctionner. Puis, il y a une autre stat super intéressante, c'est qu'en 2024, pour la première fois, le temps passé à consommer des médias par la moyenne des gens a diminué. Ok. Et ça allait vers où, du coup? Alors, où est-ce que les gens passent ce temps-là? Et j'ai pas l'impression qu'ils aillent plus dehors. Il y a quand même pas mal plus de me-time. Dans les grandes tendances qui sont pas médias, mais qui sont les tendances de vie. Prendre du temps pour soi, ressortir, faire du yoga, faire de la méditation, faire des choses comme ça. Je pense que ça vient. Faut pas sous-estimer aussi le temps multi-écran. Quelqu'un qui aura de la télé, il a en moyenne 2 points quelque chose écran, donc ça veut dire qu'il a sa télé, son téléphone, c'est sûr, et parfois une tablette en plus. Donc là, ça triple du temps d'écran.
C'est pour ça qu'au Canada, il y a plus d'internautes qu'il y a d'habitants. Ouais. Parce que ton téléphone, c'est un internaute, ta télé, c'est un internaute, si elle est connectée, etc. Et écoute, je te propose d'aller à la question de la fin. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment pas une question de piège. Si jamais tu disais que tu étais étudiant, tu n'avais pas moyen vraiment d'apprendre ce qu'était le digital, tu es sorti de tes études, tu as fini par arriver chez Dialecta. Si demain tu devais parler avec un étudiant, et en plus je sais que tu enseignes, quel serait ton premier conseil à quelqu'un qui sortirait de l'université et qui aimerait faire du digital exactement? Ouais, c'est une bonne question que je travaille depuis longtemps. Moi, j'ai eu de la chance quand même. J'étais dans tout mon parcours, j'étais bien mentoré aussi. J'ai plein de gens qui m'ont appris. Quand j'étais à l'université, j'ai des professionnels qui sont venus pour me présenter leur métier, notamment le média digital ou le placement média, même pas que digital. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Puis c'est ça qui fait naître des vocations, donc j'essaie de le faire. Pour des étudiants qui ont une passion pour le digital et qui peuvent penser à faire soit de la perf digital, du growth comme ça s'appelle aujourd'hui, ou du marketing de performance. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre les mains dans le cambouis, les mains dans la machine et de créer des petites campagnes. Donc il y a un étudiant que j'accompagnais qui avait fait ça, qui avait créé une campagne de pub qui ciblait les agences pour faire ramener sur un site où il avait juste mis son CV. Et ça, finalement, c'est la preuve par l'exemple et c'est vraiment une belle manière de se différencier. Quand tu arrives en entretien, déjà quand tu n'arrives pas en entretien, quand soit une ressource RH, soit un associé d'une agence voit ça, tout de suite ça lui met la puce à l'oreille. Puis quand tu arrives, tu as quelque chose à raconter. C'est pas j'aime Google Ads parce que je pense que c'est sympa d'écrire des messages de 140 caractères pour des marques et de les faire 5 fois pour avoir plusieurs variations. C'est dire j'aime ça, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai appris et voici ce que j'aimerais faire en plus avec vous. Et en parlant de cas, parce que je sais qu'à l'université, tu as tous ces exemples de cas que tu peux faire, etc., pour te créer ton réseau, commencer à aller comprendre un peu l'univers du média. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que quand tu vas chercher à recruter, tu vas regarder un peu ces personnes qui ont participé à ces cas-là ou... Ouais, donc là, tu parles compétition académique. Ouais, compétition académique, ouais. Compétition académique, c'est sûr que c'est un vivier où on sait que déjà, ceux qui sont là, ils ont été validés par des équipes de recrutement internes à l'université, qu'ils sont ultra motivés, qu'ils ont déjà bossé sur ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est des profils qu'on va aller rechercher. Il n'y en a pas tant que ça qui sont en médias. Et à une époque, on avait créé notre compétition Dialecta pour que les gens puissent, connaître notre métier, travailler sur des vrais clients, et qu'à la fin de l'année, on puisse voir les gens motivés et les recruter chez nous, parce qu'on avait vu qu'ils n'étaient pas là par hasard, parce qu'il y avait marqué agence devant le nom de Dialecta, mais qu'ils voyaient vraiment ce qu'on faisait, que ça leur plaisait, que nous, on aimait leur manière de réfléchir, et qu'il y avait du potentiel. Ouais, merci Aymeric pour ce mot de la fin, vous avez bien compris. Si jamais vous voulez travailler chez Dialecta, il suffit de participer à des cas ou à parler directement à Aymeric Frémont. Je tenais à te remercier d'avoir participé à ce premier épisode. J'ai passé un super moment. Moi aussi. J'espère que vous avez passé un super moment. J'espère aussi vous voir au prochain épisode. Mais en attendant, j'espère... si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, prenez le temps de liker, commenter, partager. Surtout, je dirais le but, c'est de commenter chacun de ces épisodes-là pour qu'on s'améliore au fur et à mesure. Mais en tout cas, encore une fois, merci Aymeric. J'espère que je te reverrai très bientôt. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci beaucoup. Merci.